Eh bien, peut-être un favori pour la victoire d'étape lâché, Laurent Belay. Rémi Coriol. C'est gentil Thierry, par contre. Il fait pas de vélo le Thierry, hein, on voit bien. Il vient du foot le Thierry, on voit bien, on voit bien. Chute, un coureur, Patrick. Un coureur est tombé dans le ravin, Patrick. Sur notre gauche. Un coureur est tombé. Il s'agit d'un coureur. Attendez, je vais regarder descendre de ma moto. Je vais attendre. Je regarde bien Alex Zouleux. Avec l'attaque d'Anti-Schleck, là, c'est Nibali, le premier à sauter dans sa roue. Frank Schleck est juste derrière. Et Alberto Contador qui vient de partir. Lance Armstrong est lâché. Et il est littéralement appliqué, comme on dit, dans les milieux cyclistes, alors que tout le monde le passe. Bonsoir à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission des commissaires de course. C'est la rentrée avec les courses espagnoles et la Marseillaise. Et donc c'est aussi la rentrée des commissaires de course et la sortie du dimanche. Avec moi ce soir, grosse équipe puisqu'on a Cyprien. Salut Cyprien. Ah, on a perdu Cyprien Cyprien. qui n'a pas enlevé son micro. J'en profite pour dire bonsoir à tout le monde, c'est Théo. C'est Théo, salut à toi Théo. Et puis on a Benjamin. Salut tout le monde. Et est-ce qu'on a récupéré Cyprien? Là, faut remettre ton micro, je crois, Cyprien. On l'a perdu dans la pampa, bon, c'est pas grave. Il s'est fait lâcher Lâché dans la comme pampa, FDJ en montée. incroyable. Eh bien, c'est pas grave, on va commencer le temps qui revienne. Et un petit bonjour à Petit Filet qui nous donne son premier message sur le chat. Et salut à tous ceux qui participent. Vous êtes déjà assez nombreux pour une première soirée, donc on va commencer. Alors, rapidement, je vous propose de parler des courses espagnoles. Et puis, dans un second temps, on parlera je pense que Cyprien va revenir. Ton micro est coupé, Cyprien. C'est roi de la technique. Il est de retour, incroyable ce retour dans le peloton au dernier moment. Eh bien donc, salut à toi Cyprien. Et on va donc te demander... Hop, je reprends. Ici, merci, voilà. Les résultats de la Marseillaise, de l'Espagne. Donc je propose de commencer par l'Espagne. Alors rapidement, parce que je crois qu'il y a déjà eu une émission sur le coup, enfin une rapide émission cette semaine. On a vu les victoires de McNulty, de Girmay, de Wellens, Valverde et aujourd'hui de Arnaud Delis. J'ai envie de dire qu'on est un petit peu entre tradition et modernité finalement. Cyprien. Oui, c'est un petit peu ça. En tout cas, c'est un bon angle de lecture. On a eu la renaissance de Valverde. Qu'on ne sait pas s'il était vraiment mort, mais Charles me demandait il y a 2 jours s'il était sur le déclin. Je crois il nous a apporté une belle réponse. Et on a la victoire de Binyam Girmay jeudi. Et puis aujourd'hui, la victoire d'un très jeune, Arnaud Delis. J'ai regardé, c'est le plus jeune vainqueur d'une course pro depuis avril 2020, je crois. Il a même pas 19 ans, si je dis pas de bêtises. Donc un très très bon à suivre du côté de l'Auto-Soudal. Est-ce que c'est aussi ton avis, Benjamin Que Delis est très fort, oui, et que Valverde est immourable aussi, surtout quand on sait que la movie star, moquée à cause de Netflix et de leur stratégie, a décidé de taper du poing sur la table en recrutant les gens qui savent gagner, qui savent faire gagner avec Leonardo Piepoli, dont on se rappelle sa carrière chez Sonia Duval, Saïko, etc. Et Ibergen de la De Koning. On va chercher chez ceux qui gagnent. Donc non, absolument pas surpris par la Movistar, parce qu'il y a Valverde, mais il y a également Enric Mas qui a été très fort. Bien, alors Théo, est-ce que tu as retenu autre chose? Peut-être un mot sur McNulty ou Girmay en plus? Oui, McNulty, il a fait une très bonne saison l'an dernier, même s'il était un peu inconstant, mais on l'a vu à des très hauts. Et là, il semble être un des coureurs les plus réguliers de ce début de saison. Moi, je voulais plutôt faire un mot sur un flop. Girmay, on en a déjà parlé. C'était une vraie surprise de le voir gagner au sprint devant des coureurs pas mal costauds. Il n'a pas confirmé aujourd'hui. À voir s'il a essayé de lancer Christophe. Vu qu'on n'a pas les images, comme à chaque fois, c'est difficile de se faire un avis. Par contre, j'aimerais parler de Pascal Ackermann, qui a été transparent sur les 2 sprints,
qui a eu une fin d'année l'an dernier un peu compliquée, qui était chez UAE pour se relancer. Et ça n'a pas l'air de le faire pour l'instant. Alors, c'est que le début de saison. Il a peut-être travaillé pour Molano, mais normalement, en temps normal, c'est Molano qui aurait dû travailler pour Ackermann. Donc voilà, je me pose un peu une question. Est-ce que Ackermann va retrouver son niveau? C'est ça que je retiens aussi de la semaine espagnole. Et plus globalement, en fait, j'ai envie de dire, qu'est-ce que vous pensez? Enfin, cette course espagnole, finalement, pendant longtemps, c'était des courses de rentrée auxquelles on prêtait pas attention. Est-ce que j'ai l'impression que cette année, il y a un peu plus de hype, il y a beaucoup plus de suiveurs, il y a aussi beaucoup plus d'équipes. Alors évidemment, à cause du Covid, le calendrier, on va dire, en Australie a été annulé. Donc, quel est ton sentiment, Cyprien, sur ça? Est-ce que ces courses deviennent vraiment intéressantes? Parce que longtemps, finalement, on y accordait assez peu d'importance. Oh, bah, je trouve quand même que ces dernières années, on s'y intéressait quand même déjà. C'est vrai que cette année, en tout cas, on a eu des courses vraiment animées. Peut-être que c'est pour ça aussi que les gens s'y intéressent. En tout cas, peut-être un peu moins aujourd'hui, puisque c'était pour les sprinters et qu'il ne s'est pas passé grand-chose. Mais les 4 premières manches, on a eu des attaques souvent de loin. On a eu plus d'1 heure de bataille dans le final, ce qui n'est pas forcément commun le reste de la saison. Donc, en tout cas, il y a de l'envie et les coureurs sont en forme et les parcours de Majorque se prêtent bien à ce genre de course très, très incertaine et très rythmée. Charlix nous parle aussi de la course au point, évidemment, la course World Tour qui va enfin, nous animer un petit peu les courses jusqu'à la fin de l'année. Donc, ça sera à suivre, évidemment. Au passage, l'Auto a fait de belles opérations avec les victoires de Vélens et les victoires de Delis. Arnaud Delis. Donc, forcément, ce sont les grands gagnants pour cette course, la course au World Tour, alors que l'effectif Lotto n'est quand même pas le plus fort quand même hein, cette année. Il reste quand même. Enfin, moi, je trouve que voilà, ils ont quand même peu de coureurs. Ils ont Ewan, Qui est pris mais n'est plus à prendre. exactement. Continue Benjamin justement rapidement, Oui. peut-être un point. Non, je disais, ce qui n'est pris n'est plus à prendre. C'est vrai qu'ils ont fait de très belles courses. Pour revenir sur l'intérêt sur Majorque, c'est également que ça doit faire 3 mois qu'on attend le vélo. Alors, il y a eu des courses point 2, mais c'est quand même pas les coureurs qu'on suit le plus. Alors, certains vont me dire Messi, moi je suis Lucas Plapp, tout ça, mais euh, on n'a pas eu le San Luis, Tropical Amissa Bongo qui est retardé. Il n'y a pas le Down Under, donc on attendait absolument la première course. Et en plus, comme l'a dit Cyprien, le trophée de Majorque, c'est vallonné. Il se passe des choses. Il y a de la course à suivre. Il y a des noms qu'on va entendre toute l'année qui se battent. Alors c'est super. Et j'étais d'ailleurs, alors on va pas en parler tout de suite, mais j'étais encore plus hypé de pouvoir suivre une course en direct à la télé, qui était le Grand Prix de la Marseillaise. Mais Eh ben, oui. oui, vas-y. Non, je disais que en effet, entre la course au point, les noms qui étaient là, qui ont fait la course, hein, parce qu'on râle souvent que les coureurs font pas la course. Là, il y a eu vraiment une très belle course. Le temps d'attente, je crois que tout ça fait qu'il y a une grosse hype en ce début de saison. Puisque tu en parlais, on va peut-être directement enchaîner avec le Grand Prix de la Marseillaise. Donc, première course en France et première course aussi diffusée. Et on a eu, enfin, pour ma part, évidemment, bon, je suis un peu le local de l'étape, donc évidemment, j'ai bien aimé la course. Mais voilà, on a vu, je pense, une course assez animée, avec du suspense, animée dès le début, avec notamment peut-être un petit focus sur l'échappée du départ, avec Goujard, alors qui était évidemment dans l'échappée du départ, mais c'est un habitué hein, parmi les baroudeurs. Mais aussi, on a vu les Conti françaises bien présentes. Et ben, c'est peut-être une bonne chose, Cyprien. Oui, on a notamment vu les deux nouvelles, hein, Nice Métropole et puis Team U Nantes qui ont réussi à intégrer l'échappée après l'avoir manqué, hein, après avoir manqué la première, donc ils ont vraiment fait l'effort. On a deux coureurs qui se sont dépouillés pour intégrer ce groupe et puis qui ont finalement été les premiers à lâcher, mais au moins ils ont montré le maillot, la course était télévisée, c'était leur toute première, donc on sait que c'était important pour eux. Et ouais, cette échappée qui a continué de jouer devant une fois que la course a commencé, mais je vais pas spoiler. Tu peux enchaîner. Donc on a vu voilà, une échappée. Est-ce qu'on peut retenir le nom de peut-être un peu plus, voilà, peut-être qu'on ne connaissait pas, mais de Beaumarchais. Peut-être que c'est Nicolas de Beaumarchais qui a été celui qui a été le plus, on va dire, qui est resté le plus longtemps devant. Avec Sandy Dujardin.
avec Sandy Dujardin. Mais Peut-être qui n'est que- pas en continental, c'est vrai. Et qui était pas dans l'échappée, Sandy Dujardin. Voilà. Ouais. Moi, il m'impressionnait. Hein. Quel hype! Déjà, je l'avais trouvé très fort sur le Grand Prix de Valence. Mais là, je l'ai trouvé impressionnant pour un néo-pro. En plus, c'est pas un néo-pro dont on attendait le profil comme puncher. Il a une bonne pointe de vitesse, il passe à peu près tout, mais franchement, ce début de saison de Sandy Dujardin est vraiment très intéressant, je trouve. Moi qui voulais parler de beaux marchés, tant pis, donc on croit aussi qu'on découvrait. Peut-être Théo, tu veux en dire un mot? Bah, de Beaumarchais, je le connais pas vraiment. Hein. Je sais que c'était un amateur costaud. Et là, être capable de prendre l'échappée, de résister longtemps. Bon, bien sûr, il a résisté moins longtemps que Goujard dans l'échappée. Ça montre qu'il a la caisse. Après, c'est toujours difficile pour ce genre de coureur. Je sais pas s'il y a une pointe de vitesse, mais je pense pas qu'il soit forcément très rapide. D'exister chez les professionnels, à voir. Pour rebondir sur Dujardin, je crois qu'il est même plus espoir, hein, qu'il a fait ses 4 années espoir Il a 23 ans. amateur. Et je trouve ça bien en fait qu'on voit que ce genre de coureur qui passe pro sur le tard, un peu comme Calmegen à l'époque, ils ont leur place dans le monde professionnel et qu'on n'a pas besoin de prendre des espoirs 1, des espoirs 2 comme Arnaud Delis ou je ne sais quel autre coureur, que des gars un peu qui ont fait un peu le circuit traditionnel français, qui sont très très forts en amateur, ils peuvent performer chez les pros aussi. Alors bon, il a aucune victoire, mais avec ce qu'il a montré aujourd'hui, il est sorti du peloton, il a rejoint Ulissi. Et il a réussi à finalement, il était dans le groupe qui s'est fait attaquer par Guillaume Martin. On va revenir sur l'attaque de Guillaume Martin, je pense. Voilà, c'est un coureur, il a déjà le niveau, il est néo-pro, il a déjà le niveau pour faire la course, quoi. Donc, faire passer des mecs sur le tard, ça peut être aussi une bonne idée. Oui, effectivement. Donc c'est aussi, voilà, ces courses-là, l'occasion, hein, peut-être des coureurs néo-pro ou de Conti, de lutter, de pouvoir courir aux côtés de coureurs plus expérimentés. Je pense que au-delà de l'échappée, le premier vrai fait de course a été l'offensive des UAE, notamment de Ulissi. Alors Charles fait remarquer qu'il avait un léger bidou, mais il a eu au moins le mérite d'aller à l'offensive assez tôt, Cyprien. Ouais, il est sorti tôt et puis surtout il a été rejoint par Alexis Brunel qui a fait, je trouve, une très bonne première dans son nouvel effectif UAE, sans complexe. Vraiment une belle première partie de course, on va dire, du AE. Et par contre, je trouve qu'ils se sont complètement ratés dans le final en roulant dans les rues de Marseille à 5-6 bornes de l'arrivée pour faire au final, je crois, une 8e ou 9e place. J'ai pas trop compris leur fin de course. Ah, ça peut-être on en reparlera, oui, du final. Et c'est vrai, c'était les grands absents finalement du final. Et là, j'ai envie de lancer, je sais que tu en as envie, Benjamin, que tu nous parles de l'attaque de Guillaume Martin. Ah, mais quelle beauté! Mais j'espère qu'il y avait des gens devant leur télé pour voir cette attaque et se dire, mon Dieu, mais que le cyclisme est beau quand c'est Guillaume Martin qui attaque. Ah là là, mais c'était félin, c'était magnifique. Ah, Pantani, là où il est, doit être fier de voir des attaques main en bas du guidon sur des ascensions. Bon, des ascensions, c'est du 6-7% sur 1,5 km, mais non, mais c'est magnifique. Moi, je me régale quand je le vois attaquer. Et puis, quelle facilité, quelle force. Quelle explosion d'Alexis Brunel dans la roue. Non, c'était beau et c'était fort. Je l'ai trouvé exceptionnel, Guillaume Martin. On l'a vu en train de suivre les attaques, un peu contré dans la route des Crêtes, même si c'était Bétiol le plus actif. Ensuite, il part tout seul du peloton dans le col suivant. Je crois que c'était dans le Padouillet. Donc, il y a Brunel qui part en contre. Là, il fait la course-poursuite derrière Ulissi tout seul. Il reprend les intercalés, donc il y avait Goujard, De Beaumarchais et Dujardin. Brunel revient sur lui, mais bien entendu il ne relaie pas puisqu'il est équipé avec Ulissi. Il revient sur Ulissi, il relaie Ulissi ensuite jusqu'au pied de la bosse, puis il attaque, il sort seul, il sort Brunel de sa roue, et il ne se fera reprendre que dans les faux plats descendants, ce mouroir qui amène à l'arrivée. Mais chapeau, il était aussi beau sur le vélo que son maillot est moche. Oui, alors, en plus, le pire, c'est que l'écart, le GPS annoncé était un petit peu surévalué, ce qui fait qu'on y a, je pense que beaucoup y ont longtemps cru, alors qu'en fait, il y avait beaucoup moins. Il y a peut-être, alors qu'ils affichaient 30 secondes, il y avait à mon avis 10 ou 15 secondes, ce qui fait qu'ensuite il a été repris dans la descente de la Gineste. C'est aussi ton avis, Théo, sur le numéro de Guillaume Martin. Est-ce que c'est bon signe, ça? Ah, il est très en forme.
parce qu'il fait péter Brunel à un endroit, ça doit être du 2, 3, 4%, peut-être 5 à la grande limite. Je me semble que c'était vent de face, même si je suis pas sûr. C'est très très costaud parce que Guillaume Martin, c'est pas le meilleur, c'est un bon grimpeur, c'est pas le meilleur puncher du peloton non plus, quoi. Et le voir, en dehors de l'impression visuelle, même s'il a pas gagné, ce qu'il a fait, c'était très impressionnant. Alors c'est bon signe. Je me souviens que l'an dernier, il avait eu un hiver contrarié par un problème au genou. Exact. Là, c'est pas le cas. Il avait fait une interview où cet hiver où il disait qu'il voyait pas pourquoi il pourrait pas avoir un jour le niveau de Pogacar. Il y a pas mal de gens qui ont ricané. Je pense que bon, il a toujours pas le niveau de Pogacar, mais je pense que Guillaume Martin peut continuer de progresser. Après, c'est toujours la question du début de saison. Est-ce qu'il est pas en forme un peu trop tôt? Bon, on sait pas, c'est trop tôt pour le dire. Je sais pas ce que c'est ses objectifs, même si je pense qu'il sera sur Paris-Nice. Voilà. Paris-Nice ou Tirreno, non? Il me semble qu'il sera sur Paris-Nice avec Ouais. Yann Izaguirre, mais je suis pas sûr. Exact. Oui, ça me parle ce que tu dis. Mais aujourd'hui, en fait, avec le parcours et comme, Il sera sur Tirreno. sur Tirreno? Ouais. Ok. Tirreno, et puis Tour de Catalogne, Liège, Giro, Tour de France. Ouais, bon, bah, tant mieux. J'ai dû mal lire une interview de Vassar. Mais je pense qu'il a bien couru, mais il avait aucune chance de gagner tout seul avec ce parcours-là. Je sais pas si tu veux en dire un mot, Cyprien ou Ben. Ce parcours-là, il est quand même vraiment difficile pour les attaquants, surtout avec du vent de face, quoi. Ben, c'est ce que j'allais relancer Cyprien, justement. Est-ce que ce qui est pas rassurant ou qui nous rend optimistes sur Guillaume Martin, c'est que le parcours, finalement, ça lui correspond pas. C'était pas assez dur et c'était s'échapper comme ça, c'était quand même très difficile de l'imaginer s'imposer, Cyprien. Ouais, je m'étais interrogé sur le rôle que jouerait l'avancée de la route des crêtes dans le parcours par rapport aux années précédentes. Et ben en fait, ça a rendu la tâche difficile aux attaquants, hein. Je crois qu'on n'avait jamais vu depuis 10 ans un gros groupe arriver comme ça sur le boulevard Michelet. Et d'autant plus tout seul, hein, comme tu le dis, ils auraient été deux ou trois, peut-être que ça aurait un peu plus roulé sur la fin du col et dans la descente, mais là tout seul, c'était vraiment mission impossible pour lui. Ça reste rassurant quand même, hein, il a vraiment, bon, je vais pas me répéter tout ce que vous avez dit, mais il est vraiment costaud et c'est de bon augure pour son début de saison. Voilà. Justement, puisqu'on en parle sur le chat, sur le parcours, alors c'est vrai qu'il y a eu un petit changement par rapport aux années précédentes, que la route des crêtes arrive avant, car la mairie de Cassis ne veut plus de 2 passages par la ville. Elle a voulu qu'un seul, donc ce qui oblige à faire finalement ce. Eh bien, sachez pour qui vous votez aux prochaines municipales, tiens. À Cassis, oui. Après, voilà. Ils nous cassent les couilles, hein. Voilà, oh là là. C'est pas grave. Donc, on enchaîne, après on va peut-être parler du sprint. Alors, la victoire d'Amaury Capio, j'ai envie de dire, on l'a dit, il y a quand même beaucoup de déceptions finalement entre les absents, peut-être alors, parce que Kort Nielsen par exemple, Magnus Kort, tout le monde l'annonçait favori, et petit quiz à combien il termine? J'ai pas regardé. À 17 minutes et quelques, je crois. Bon. En déception, il y a aussi Franck Bonamour, qu'on n'a pas vu du tout. Ouais. Mais il a abandonné d'ailleurs. Ouais. Et Victor Koretsky, quelqu'un l'a vu? doit Alors, être dans les Koretsky, j'ai 80, lu non ce qu'il disait sur Direct Vélo. Il était apparemment bien placé dans la route des crêtes, mais il a explosé derrière. Je pense que pour une première sur route, 174 km, c'était un peu loin, je pense. Selon moi, de ce qu'il dit, et vu qu'il finit à 10 minutes, je crois. Ouais, il finit à 10 minutes dans le groupe qu'on appellera le groupe Ludvigson. Je pense qu'il a dû péter sur un faux plat montant. Du fait qu'il n'a pas encore l'endurance nécessaire. C'est un problème qu'on avait vu chez Clément Berthet l'an dernier aussi en début de saison. Qui avait du mal. Et voilà, il termine avec l'Apéra, avec Joland. Donc voilà. D'ailleurs, au passage, pour les 2 nouvelles équipes, le meilleur des classés, c'est Louis Barré qui finit 50e à 4 minutes 43. Et pour Nice, c'est André Amisud qui finit à 5,56. 60e, bon, c'est pas non plus honteux, bien entendu, mais pour une première course avec un niveau quand même élevé, hein, il y avait beaucoup de retours, c'est pas si mal. Je me permets, tant qu'on parle des Français, j'ai trouvé un bon comportement de Benjamin Thomas, qui a suivi. L'an dernier déjà, ça avait été un peu le cas, bon, il avait été malheureusement, je crois, retardé par la Groupama qui se trompe de route, c'est les seuls à se tromper de route, mais bon, voilà. Encore une
toujours la même équipe. Mais je l'ai trouvé pas mal, même si les automatismes n'étaient pas encore là avec Brian Cocard. Ouais, parce que justement, j'allais revenir sur ça. Pas mal, oui, mais bon, le problème avec Benjamin Thomas, c'est déjà le cas à la Groupama, c'est qu'il est souvent là, mais il sert pas à grand-chose pour le collectif. Là, il est là, il fait son sprint, il fait 12e, alors que Cocard est un peu enfermé. C'est dommage à voir si c'est juste parce que ils se connaissent pas encore ou si simplement Benjamin Thomas qui est peut-être un peu individualiste en course. À Qu'est-ce voir. que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que tu racontes? Attention de ne pas dire, de ne pas colporter des bruits qui pourraient nuire à un coureur aussi sympathique. Bien, bon. Non, Si on revient. je plaisante, Théo. Oui. Je le prends pas mal. Par contre, pour Brian Cocard, une explication peut-être pour sa 6e place, c'est également, bon, au-delà des habitudes avec l'équipe, tout ça, même si je pense qu'il doit connaître Benjamin Thomas, puisqu'ils ils font de la piste ensemble, c'est que Brian Cocard est un spécialiste, malheureusement, du fait d'arriver à tenir dans les bosses, mais il se met tellement dans le rouge que derrière, il a quasiment plus de force pour sprinter. Et je l'ai vu marquer dans le chat tout à l'heure, Mats Pedersen, pourquoi aurait-il perdu? Peut-être parce qu'en effet, il s'est surestimé, que ça lui est un peu resté dans les jambes, ce dénivelé. Il y avait 3000 mètres de dénivelé positif. C'est déjà très bien pour lui. Moi, je ne l'attendais pas dans le groupe de tête. Bon, j'attendais pas non plus un groupe de tête aussi épais. Mais c'est peut-être ce qui a fait qu'il a pas pu tenir sur les derniers hectomètres face à Maury Capio. Bien, sinon, j'ai envie, si on doit un peu raconter le sprint final, on a d'abord vu les UAE, c'est vrai qu'ils ont totalement disparu dans l'emballage. On a vu ensuite, peut-être après, les Direct Energy qui ont lancé un peu trop tôt, on a l'impression, les Total Energy, pardon, qui ont lancé un petit peu trop tôt et qui n'ont pas réussi à tenir, notamment Boissanegen qui... Alors, c'était vent de face, hein, l'arrivée, c'est une longue ligne droite de 2 km, vent de face. Finalement, ils n'ont pas réussi à tenir, Cyprien. Ouais, sans vouloir trop spéculer sur la suite, j'ai un peu peur qu'on voit ça souvent cette saison, c'est-à-dire qu'ils ont recruté des bons coureurs, bon, même s'ils n'étaient pas là aujourd'hui, qu'ils ont peut-être envie de trop montrer le maillot et de trop bien faire, et aujourd'hui ils lancent à 300 ou 400 mètres, et c'était évident que Boasson-Hagen n'irait pas au bout, surtout avec de tels sprinters dans sa roue. Donc c'était une erreur tactique de lancer aussitôt, et j'ai un peu peur de les voir souvent passer à la trappe par leur envie de trop bien faire. Et alors après, est-ce qu'on peut souligner la 3e place de Francisco Galvan? Peut-être une surprise, même s'il était bon déjà sur la classique de la communauté de Valence. Il était l'an dernier, hein. Il était là aussi l'an dernier. Hop, on va voir ça. C'était un spécialiste de la Marseillaise. 4e du Grand Prix de la Marseillaise. Oui, vas-y, enchaîne. Je disais, il y en a qui sont spécialistes de Paris-Roubaix, d'autres du Giro, d'autres du Tour de France. Lui, c'est de la Grand Prix de la Marseillaise. Tu vois, il te fait honneur, Greg. Mais c'est gentil à lui. Un bon coureur, mais il a un peu un profil, je dirais, à la Brian Cocard depuis 2 ans, quoi. Donc, il passe bien les bosses, il a une bonne pente de vitesse, mais c'est difficile de la mettre au fond, quoi. Ah, on nous demande aussi, là, sur le chat, de nous parler un peu du vainqueur, Amaury Capio. On va un peu regarder. Il était déjà en forme aussi. On voit la continuité, puisqu'il était 2e sur la 2e à Valence. Sur ses perfs, on peut citer l'année dernière, on peut regarder un peu. Il fait quand même 10e sur Paris-Tour. Top 20 sur Paris-Roubaix. Ça reste quand même un coureur solide. Alors, il gagne peut-être pas souvent. Première victoire pro, je crois. Il gagne pas souvent, mais il y a des belles performances. Oui, t'as raison. Première victoire pro. C'est un coureur à points, Amaury Capio. Arkea, ils sont vraiment dans cette logique-là, et c'est un coureur assez costaud, qui est plutôt fiable et qui va un peu enchaîner des top 10 sur des points 1, sur des points pro franco-belges, quoi. Il n'a pas une pointe de vitesse phénoménale, et c'était vraiment, alors je sais pas ce que vous en avez pensé, ce que tu en as pensé, Cyprien, étonnant de le voir justement remonter comme ça en force dans le vent. Parce que d'habitude, il a de la force, mais il a du mal à avoir une seconde vitesse pour vraiment gagner. À la classique de Valence, il se fait battre au sprint par Lonardi, je crois, alors qu'il est idéalement placé. Ça se joue pas à grand-chose, mais voilà, il n'avait pas un double kick, et là, vraiment, je pense que c'est le meilleur sprint de sa carrière. Oui, bah à Valence, il avait fait, c'était particulier avec la chute qu'il y avait eu, donc il s'était retrouvé un petit peu seul en tête, et il avait fait l'erreur de continuer, du coup Lonardi l'avait facilement passé. Aujourd'hui, tactiquement, il a été vraiment parfait, hein. Il a vu que ça lançait de loin, il est resté abrité jusqu'à
jusqu'à 40 ou 50 mètres de la ligne et il a juste fait le jump à la fin. Ouais, vraiment étonnant et brillant tactiquement. On va voir s'il arrive à rééditer ça cette année. Il avait jamais gagné chez les pros. Ça a été dit, c'est un coureur régulier qui va marquer des points, pas forcément gagner très souvent, mais on voit ouais, des top 10 à Paris Tour l'an dernier, même top 5 en 2019, donc sur des parcours un peu compliqués comme ça, il sera là et il sera précieux, je pense, pour Arkea cette année. Bien, Faut ce qu'il y a... Ouais, oui, vas-y. Excuse-moi, je te coupe. Juste, je voulais souligner la force collective d'Arkea. Pendant la course, je trouvais qu'il courait un peu trop sur la défensive et puis finalement, c'était peut-être les plus représentés dans le groupe de tête. Hein. Il y avait Capio, mais il y avait aussi Guernalec. Il y avait et ensuite il y avait Bouet, Swift et Russo. 5 coureurs sur 43-44 quoi. Je trouve qu'ils ont été impressionnants collectivement. Vraiment, avec des coureurs dont on parle pas non plus énormément, mais je les ai trouvés vraiment bien. Ouais, et si je peux me permettre, ils ont montré le même visage à Majorque. Hein. Tous les jours, on les a vus devant. Gesbert, Barguil, ça a attaqué. Hofstetter qui fait 4. Hofstetter fait 4 aujourd'hui. Ouais. Donc vraiment un bon début de saison, alors même que leurs plus gros leaders n'ont pas encore repris. Donc on parle souvent de la course au point sur notre chaîne. Ils sont plutôt sur les bons rails, Arkea. Oui, tout à fait. Évidemment, là, il faut une bonne opération et tant mieux pour eux. Hein, on en a parlé même depuis un moment, c'est un peu de cette course au point. Si on peut revenir à la Marseillaise, est-ce qu'il y a d'autres points rajoutés? Est-ce que quelqu'un veut s'exprimer sur la rentrée de Thibaut Pinot? Moi, Vas-y. parce que Théo va dire des mauvaises choses ensuite. Donc je préfère commencer à dire que moi, c'est quelque chose qui m'a rassuré. On sait tout, Thibaut Pinot, c'est toujours compliqué. À la route des crêtes, j'étais un peu inquiet parce que il y avait 6-7 coureurs qui sortaient et je le voyais galérer vers le top 15. Je me disais, ah là 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 là, Thibaut, j'espère que tu vas tenir un peu plus sur les autres ascensions. Même si bon, il était en second rideau, mais il était là, quoi. Et puis, dans les attaques qui se sont succédées sur des cols différents, peut-être un peu moins durs, il a été de plus en plus là, et je crois d'ailleurs que sur la dernière attaque de Benoît Cosnefroy, c'est lui qui saute dans sa roue, avec un UAE. Et je me suis dit, c'est quand même de bon augure de voir que plus les efforts se répètent, plus il semble monter dans la hiérarchie. Alors bien sûr, il n'est pas au niveau de Guillaume Martin, mais par rapport à tous les déboires que le pauvre coureur de la Groupama subit depuis moult et moultes années, je trouve ça encourageant et je pense qu'il peut faire une bonne étoile de Bessèges. Moi, je serais satisfait s'il finit l'étoile de Bessèges dans le top 10. Quelqu'un veut rebondir sur les propos de Benjamin? Vous. C'est la rentrée pour tout le monde en vrai. Hein. Pinot, il a eu une saison tranquille l'an dernier, mais il a quand même fait une fin de saison assez chargée. Je trouve pas ça particulièrement rassurant, mais pas ça particulièrement inquiétant non plus. Encore heureux que voilà, il est dans les 10 meilleurs grimpeurs d'une course comme le Grand Prix de la Marseillaise. Mais bon, moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'il était plutôt 8, 9e que 4, 5e meilleur grimpeur. Mais bon, on sait que début de saison, il a un calendrier de course assez chargé. Il y a des objectifs qui sont pas là tout de suite. Je pense qu'il va viser un premier pic à Tirreno. Donc voilà, on fera surtout le point après Bessèges, je pense. Ouais, Mais je est-ce suis que, d'accord. globalement, sur la Groupama, Cyprien, est-ce que je crois que le premier Groupama, il faut descendre assez loin dans le classement pour le trouver. Est-ce que c'est pas un Ils petit ont- peu décevant, globalement, collectivement? Excuse-moi, je prends la parole, désolé à chaque fois. Sur le résultat brut, c'est très décevant. Sur le comportement, ça l'est quand même un peu moins, parce qu'en plus de Pinot, il y avait Reichenbach et Paché qui allaient dans les coups. Maintenant, c'est vrai que pour une équipe World Tour, ils n'avaient pas le gros coureur, contrairement à la Cofidis ou l'UAE qui ont crevé l'écran. Mais même si l'équipe n'est que Continental Pro, j'ai presque été plus déçu par la Uno X que par la Groupama sur le résultat également. Cyprien, puisqu'on t'a coupé le... Vas-y, Ouais, tu bon. peux. Ça y est, Benjamin a terminé, tu peux y aller. Oui, c'est un petit peu décevant. Je pensais vraiment que Paché ferait mieux au sprint. Il était capable de rentrer dans les 10. Je vois qu'il fait que 28e. Je ne sais pas s'il a eu un souci mécanique peut-être.
Mais après, ils n'avaient pas non plus un groupe pour aller gagner, hein. Ils n'avaient pas vraiment de mecs très rapides, à moins d'attaquer de loin, mais c'était pas non plus les meilleurs et les mieux armés pour faire ça. Donc décevant, mais est-ce qu'on attendait vraiment quelque chose de fou? En tout cas, pour ma part, non. Donc ils sont à peu près à leur place, on va dire. Bien. Est-ce que c'est tout pour cette Marseillaise? Est-ce qu'on passe aux courses de la semaine prochaine? Oui. Voilà. Allez, Oui. on est parti. Alors, le temps que je charge l'image. Hop, course et résultats. On va parler donc, la prochaine course à débuter, c'est le Saudi Tour. Le Saudi Tour avec, alors rapidement, on peut montrer les profils des étapes. Il y a 3 sprints et une arrivée compliquée, c'est ça? Exactement. Avec un petit Anguirou. Voilà. Sauf qu'à la place de l'Anguirou qui fait 15 km, là il fait 1,5 km, mais c'est un petit On va Anguirou. regarder ça. C'est un Anguirou Donc, nain. C'est un Anguirou qui se ferait supprimer par Disney. voilà. Et c'est le 4 février hein, où il y aura l'ascension. Sinon, les autres, ce sera pour des sprinters globalement. Après, il peut y avoir des bordures aussi. Hein, si c'est, alors, Ouais. globalement, alors on n'a pas encore toutes les star lists définitives, mais bon, c'est une course que vous attendez. Où il y a plusieurs courses hein, cette semaine quand même. On va en parler. Il y a course en Espagne, il y a Bessèges. Donc je suppose que nous, on va peut-être plus insister sur Bessèges. Mais il y a la rentrée de Quick Step notamment, qu'on n'a pas encore vu sur les routes. Donc est-ce que ça va être la reprise, un feu d'artifice Quick Step pour leur reprise, à ton avis, Cyprien? Non, je pense pas. Je pense plus que ce sera un feu d'artifice du côté de Valence pour eux avec Evenpool. Là au Saudi Tour, ils viennent avec bon, des bons sprinters, mais il y a quand même une forte concurrence hein, chez les sprinters. C'est vraiment la rentrée des sprinters là, cette semaine au Saudi Tour. Et au contraire, je vois assez peu de gars capables d'aller jouer le général, ou en tout cas d'avoir une vraie bataille. Donc ce sera ouais, vraiment un festival du sprint. Et j'attends plus de voir comment vont se comporter Van Poppel et Bennett du côté de Bora que Quickstep pour ma part. Il y aura aussi probablement le Lennart Kamna. Un petit mot, Théo ou Benjamin, ou on passe on va dire, à une autre course. On va parler Ah. de peut-être. Oui, Un vas-y. petit mot juste sur le Saudi Tour, voir ce que donne Kian Uijtebroeks. Désolé pour la prononciation. On l'a déjà vu sur la semaine à Majorque et il semblait être plutôt dans le coup, même s'il était un peu juste. Là, avec un plateau pas hyper relevé, il aura peut-être quelque chose à jouer au général, quoi. Moi, je vais plutôt suivre les Français. Quelle surprise, Benjamin, tout à fait. Avec bon, Alexis Renard qui s'est montré bien puncher sur les courses d'août l'an dernier. La rentrée de notre meilleure chance sur les Flandriennes à Anthony Turgis. Et le chouchou des Guadeloupéens, Axel Zingele. Parce que j'attends de voir où il se situe dans la hiérarchie, notamment sur l'ascension là, qui va faire 2 km à 12%, un truc comme ça, qui devrait normalement empêcher un sprinter de gagner le général. Mais ça va être surtout ça qui va m'intéresser. On va passer donc à la Tour de la Communauté de Valence avec, là on va dire qu'il y a peut-être une étape un petit peu plus dure que... D'ailleurs, l'étape la plus dure sera le même jour hein, sur le Saudi Tour et sur Valence, hein, ce sera le 4. Donc s'il y a quelque chose à dire là-dessus, sur le parcours assez classique j'ai envie de dire. Sur la start list, il y a l'inévitable Valverde j'ai envie de dire, et comme tu as dit, Cyprien tu as parlé. Est-ce que c'est pour Remco alors, déjà, Cyprien? Pour moi, on va avoir un vrai duel Valverde-Evenpool. Tu parlais de choc des générations tout à l'heure, je pense qu'il va se poursuivre un peu. Evenpool, on ne sait pas encore dans quelle forme il est, mais à mon avis, il sera là. Et puis Valverde, il a montré qu'il était au niveau. Attention quand même à un gros collectif Ineos. Alors, sans leur grand leader, mais avec Rodriguez, Tao et Sivakov, ça peut être intéressant. Et puis attention à Enric Mas qui va peut-être profiter d'une certaine manière du marquage qu'il y aura sur Valverde pour se faire la malle. Et c'est lui qui avait gagné l'année dernière, donc il sera présent. On trouve aussi la présence de Jack Egg, annoncé pour le moment d'Alexander Vlasov, de Kelderman. Ayuso. Ayuso, ouais, j'allais en parler. Ayuso, c'est peut-être l'année de l'éclosion aussi, hein.
Voilà, ça fait partie évidemment des coureurs qu'on va suivre. Ayuso, donc jeune coureur espagnol annoncé comme une pépite, le futur Remco. Donc ça sera à suivre pour cette communauté de Valence. On va maintenant Mais passer. ça va être intéressant, excuse-moi, de Vas-y, suivre vas-y. le comportement d'Evenepoel, parce que le talentueux belge le plus précoce du cyclisme actuel prend du retard sur Pogacar. Alors certes, c'est pas le même type de coureur, mais rappelez-vous comment on parlait de Evenepoel, même jusqu'à sa chute, hein, même après d'ailleurs. Mais il a 22 ans maintenant. Le temps passe, et bien sur une course comme cela, où il n'y a pas peut-être les tout meilleurs du cyclisme mondial, quand je dis tout meilleurs, qu'on soit d'accord, hein, je parle Roglic, Pogacar, ça. Il faut maintenant que Evenepoel commence à taper du poing sur la table et montrer que il est de cette caste des seigneurs. Et justement, ça tombe bien. Il y a 2 anciens seigneurs sur sa route, là, avec Valverde et Nibali. Donc à voir. Et il a affaire en plus à des coureurs jeunes également, comme Ayuso, qui pourraient avoir les dents longues. Donc cette saison, et donc cette course qui est la première de la saison, va être, je le pense, très intéressant par rapport au devenir d'Evenepoel. Allez, un petit prono rapide là. Qui gagne le Tour de la communauté de Valence? On fera aussi des pronos sur Bessèges après là. Allez-y, un nom, Attila messieurs. Valter. Attila Valter pour Théo qui joue la grosse cote. Cyprien. Alan Boileau. Non, je déconne. Ah, trop tard, c'est enregistré. Hein. Non, je m'en fous. Vlasov pour moi. Allez, Vlasov pour Benjamin. Et Cyprien. moi, je sais pas s'il y a des bonifs à Valence, mais je vais dire Valverde parce que la première, il peut la gagner aussi, donc je compte sur lui. Ok, bon, ben moi j'ai joué Evenpool alors je vais renforcer ma popularité auprès de la communauté belge et je dis que c'est Remco qui va gagner. N'hésitez pas après hein, sur le chat à donner vos favoris. On va passer maintenant à la course un peu plus locale peut-être avec donc l'étoile de Bessèges avec un parcours relativement classique, hein, que ce soit Bellegarde, Je le suis... Mont-Bouquet. Ah ben le si le Mont-Bouquet, c'est la contre-la-montre. deuxième fois, je crois seulement. Hein. Après le Mont-Bouquet, ça c'est classique. Et le contre-la-montre final aussi, c'est assez classique. Non, le Le Mont-Bouquet, je non, crois ça que fait. La c'est la première. deuxième fois. C'est la deuxième fois et ça fait partie des tendances maintenant des courses de début de saison d'être clairement pour les grimpeurs. Oui, le contre-la-montre final est classique, mais le Mont Bouquet, ça va peut-être devenir un classique, mais bon, pour l'instant, c'est que la deuxième fois. D'ailleurs, je me demande si l'étape qui précède le Mont-Bouquet n'est pas plus dure que d'habitude également. Même si après, je suis d'accord avec Greg. Le parcours, quand on regarde les villes étapes, c'est du connu, c'est du classique pour l'étoile de Bessèges. Le Mont-Bouquet, c'est vrai que ça n'est arrivé qu'une fois. Ça aurait dû arriver une autre fois, mais je crois qu'il y avait des problèmes avec la neige ou je ne sais quoi. Et après, c'est vrai que les étapes se ressemblent, mais j'ai l'impression que la difficulté a été corsée. Et c'est aussi, je pense, est-ce que c'est pour faire une start list un petit peu plus renforcée, c'est-à-dire faire venir les grands coureurs qui préparent leur rentrée, parce que là aussi, on aura quand même de beaux coureurs. On aura Thibaut Pinot, on aura une grosse équipe Ineos, Katowski, Carapaz, Ghana, Ben Tullet, on a Cosnefroy, on a... ben voilà. Est-ce que c'est pas aussi l'avantage, voilà, maintenant, des courses début de saison française attirent des start lists assez intéressantes, Cyprien? Ah oui, Bessèges, là, depuis l'année dernière, a vraiment grandi en termes de start list. Le fait qu'Ineos revienne, alors que ils étaient un petit peu moins peut-être obligés que l'année dernière, on a quand même un petit peu moins de crainte que des courses soient annulées. C'est vraiment signe que cette course se porte bien, qu'elle est attrayante. Elle offre en plus pour Ineos un parcours parfait, hein, avec un chrono pour Ghana, une étape peut-être dans le vent, une étape au sommet. Donc ouais, Bessèges devient vraiment un passage un petit peu obligé pour les grosses écuries en début de saison et c'est plutôt très bon signe pour cette course historique. Quelqu'un demandait tout à l'heure sur le chat, enfin voilà, vu leur équipe, les Ineos sont les grands favoris, mais c'est lequel? Est-ce que c'est Carapaz pour le côté grimpeur? Est-ce que c'est Ghana pour son côté rouleur avec le contre-la-montre? Quel est votre sentiment sur ça? On va demander tiens à Théo. Je sais pas trop, je pense que ça va dépendre un peu
des opportunités. Je sais pas si vous avez vu des infos sur. Je pense que Kwiatkowski, c'est le coureur qui va peut-être le profil idéal. Après, est-ce qu'il est en forme? Aucune idée. Je pense qu'en fait, ils ont un peu le luxe de pas avoir besoin de se poser la question, quoi. Ils verront qui sera dans le jeu au pied du Mont Bouquet, qui se sentira comment dans l'ascension. Ghana, bon, il peut être un peu lourd, mais s'il a une très bonne forme. Le Mont Bouquet, c'est quoi? C'est un effort d'une quinzaine de minutes? Je sais pas, hein, je dis ça comme ça. Pourquoi pas, quoi. Je sais pas. Moi, ça m'intéresse un peu de voir la rentrée Alors, je suis sur PCS, donc je sais pas si c'est vrai, de 2+, qui a fait un peu une saison très étrange l'an dernier, qui s'est arrêtée très tôt, qui était vraiment un des meilleurs équipiers au monde chez Jumbo-Visma et qui a totalement disparu l'an dernier. Donc aussi à voir est-ce qu'il sera en forme ou pas, quoi. Bien, alors est-ce qu'il y a des remarques à faire sur le parcours, sur la start list? On passe directement au pronostic? Ça va être intéressant de voir en effet comment ça va se passer, notamment pour Ineos. J'écoutais ce que disaient Théo et Cyprien. Parce que l'étoile de Bessèges étant une course de début de saison et une course avec quand même du relief, ça arrive, comme l'an dernier d'ailleurs, qu'une échappée de 20-30 coureurs se fasse la malle et que ce soit eux qui se disputent le général. Donc avoir à bien placer les bonnes cartes au bon moment. Bien, et côté français, est-ce qu'un Pierre Latour peut tirer son épingle du jeu, Cyprien? Moi, j'attendais la tour dès aujourd'hui. Pour être franc, je l'ai pas vu beaucoup. Il termine 94e, donc là, j'ai un peu peur qu'on le voit pas dès Bessèges et qu'il faille attendre qu'il prenne un peu de rythme. Par contre, bon, bah, vous en avez parlé, il y a Thibaut Pinot et puis bah, il y a Benoît Cosnefroy, hein, qui avait gagné en 2020, si je dis pas de bêtises, sur un parcours très semblable avec le Bouquet. Donc il sera là, et d'ailleurs il y aura Alexis Brunel contre qui il s'était battu sur cette même édition. Donc on aura quand même des cartes côté tricolore. Ouais. Benjamin, tu voulais dire un petit mot sur le coureur français ou on passe au pronostic? Oui, non, mais attention à Clément Champoussin, à voir ce qu'il fera sur le Mont Bouquet. Il avait l'air en assez bonne forme, pardon, sur le Grand Prix de la Marseillaise. Non, après, juste pour signaler que sur cette course, les continentales françaises seront Saint-Michel et Gosport Roubaix. Bon, ça, c'est habituel. Et du fait de la validation tardive des 2 dernières continentales françaises, sur cette course, ça sera le Team 1 Nantes Atlantique qui sera aligné. Il n'y aura pas l'équipe de Nice. Bien, ben, merci pour l'info. Je propose de passer au pronostic. Alors, allez, donnez-moi votre podium final pour Bessèges, messieurs. On va commencer par qui? La dernière fois, j'ai plus. Allez, Cyprien en premier pour ton podium. Alors pour moi, ce sera Alberto Bettiol qui a fait deuxième l'année dernière, si je dis pas de bêtises, ou l'année d'avant, devant Benoît Cosnefroy et Michal Kwiatkowski. On va demander maintenant à Théo. Moi, je vais prendre Kwiatkowski devant Carapaz et je vais tenter une grosse cote pour le podium. Joël Suter, qui était On l'a vu aujourd'hui. qui était très en forme aujourd'hui, qui a fait l'équipier dans le final et qui semble avoir vraiment une forme de feu. Mais il est tout feu tout flamme, quoi. Bien sûr, alors que je vois qu'il était limite à pas avoir d'équipe. Benjamin, ton pronostic, ton podium pour cette étoile de Bessèges. Et le galère. Allez, je vais être cocorico, je vais dire 3 Français, on est fou. Benjamin Thomas devant Thibaut Guernalec et Thibaut Pinot. Oh, et tu devrais mettre une pièce là-dessus parce que tu peux gagner cher là. Ouais, je peux perdre surtout une pièce. Hein. Thibaut Guernalec, quoi. Waouh. Attention Thibaut Guernalec, attention monsieur. Attention. Oui, il a bien grimpé dans des courses au Portugal, mais bon. Qui vous la gagne au Portugal peut vous la gagner n'importe où. Ça, c'est Alors, vrai. moi je vais donner Philippe Ogana, Cosnefroy et ensuite je vais donner les Carapaz. Benjamin Thomas fait de très bonnes étoiles de Bessèges. Je vois qu'on se moque sur le chat, mais vous verrez. Qui rira bien, qui rira le dernier. Après, le contre-la-montre, il pourra faire une belle place, mais le reste sur mon bouquet, C'est vrai, ça peut être plus compliqué. mais à voir pour une année où il prépare pas trop la piste. Bon, après, je suis pas objectif, je suis d'accord.
Bien, messieurs, c'est déjà 45 minutes qu'on est en live. Ça fait une très longue émission. Je vous propose de conclure. Alors, n'hésitez pas à follow la chaîne pour suivre l'actu. Il y aura certainement des émissions dans la semaine. On ne sait pas trop quand. Mais sinon, peut-être. Enfin, ça dépend quand Charles et les autres seront disponibles. Sinon, le rendez-vous habituel, c'est bien sûr dimanche prochain, 19h pour la sortie du dimanche, où on sera là. Ou en tout cas, moi, je serai là. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, etc. pour suivre, parce qu'il y aura certainement plein de petites choses, des petites pastilles cette semaine. Eh bien, messieurs, merci Je peux à vous. juste. Ah Excuse-moi. oui, demain, oui, juste- c'est vrai que mardi, pardon. Mardi, il y a le quiz chez Acaillon. Voilà, alors je mets le lien dans la. Vas-y. Dans le chat. 18h30, c'est ça? 18h30 pour un quiz Tour de France. Alors, c'est 20 questions sur le Tour de France. Ça peut être historique, comme ça peut être le Tour de France actuel, des anecdotes ou des classements. Il y a un classement. Oula, pardon. Hop là, je sais pas si vous entendez C'est bon, ce qu'il y c'est bon, avait, mais il y a t'entends. quelqu'un qui vient de s'abonner. Hop, je coupe. C'est pour. Donc, il y a un classement selon si vous êtes bien classé ou pas. D'ailleurs, Greg, qui présente l'émission, est bien classé. Je crois que tu es 3 ou 4e au classement général. Suivi ensuite d'un jeu de pronostics que j'ai lancé la semaine dernière. Donc, pour ceux qui ont donné leurs pronostics ici, n'hésitez pas à venir les donner. Et voilà. Et après, sinon, on se retrouve sur la chaîne Vélo Club dans la semaine. Eh bien, écoute, merci à toi. Donc voilà, suivez, que ce soit chez Acaillon ou ici, on aura de l'actu cette semaine, des petites émissions, des jeux, des quiz. Donc n'hésitez pas à suivre. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Cyprien, merci Théo, merci Benjamin, merci à ceux qui sont parlés sur le chat. Et on se retrouve donc nous dimanche, mais n'hésitez pas à suivre parce qu'on va avoir des petits rendez-vous cette semaine. À bientôt, salut! Au revoir. Salut tout le monde.